des reportages là-bas. C'est vrai qu'on pourrait Et les quand inviter. quand elle va chez Blast, par contre, elle est anti-complotiste, etc. Donc tu vois, j'aimerais bien. Ils viendront pas chez nous. On pourrait Alors. avoir une. C'est pas grave. Je on pourrait continuerai avoir de les une petite citer. discussion. Tu peux parler, Raph. Allez, bon, du coup, Raph. Ah, bah voilà. Salut tout le Parmi monde. nous. Comment vas-tu? Alors, Raph. Bonjour. Salut, Raph. Bonjour. Bonjour à tous les internautes, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et Salut, qui sont aussi hors antenne. la chronique géopolitique. Miloud et puis Lazare, Alors, Raph. notamment. Et Farid. Salut. Et Farid, bien sûr. Salut. Et donc, voilà, je suis là pour la chronique, la chronique géopolitique. Donc, on va parler de guerre, de sang et de larmes. C'est pour ça que t'as le sourire. Ouais, c'est Non. cool. Non, justement, mais. Un Après, jour, je- Raph, peut-être tu n'auras plus besoin de faire ces chroniques. Le monde ira Exactement. parfaitement Et vous bien. savez quoi? Voilà. Je vais pas dire qui c'est, mais un membre de ma famille, très jeune, m'a dit l'autre jour, au réveil, il m'a dit tu sais, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve cette nuit, il a 6 ans. Hein. Il m'a dit j'ai rêvé qu'avec mon meilleur ami, on allait dans une machine à voyager dans le temps, on allait dans le futur, et il y avait plus de guerre. Ah, j'ai fait, toi, tu m'as fait ma journée là. J'avoue. Ouais, c'est intéressant. Pas mal. Si ça- Et ce si ça jour-là, peut- il n'y aura plus de chronique géopolitique, les amis. Bah si, Ah si, bah, mais je de la demande que ça, géopolitique. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'il y a de la géopolitique sans guerre, Mais ou oui. sans conflit? Ouais, de la Mais géopolitique. bien sûr, en douce. fait, c'est-à-dire Bien sûr. qu'aussi, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi, je sais pas si on m'entend bien, Très bien, je prends un t'entends peu très mon bien. micro. T'entends très, très Il y a ce qu'on appelle l'irénologie. C'est un terme, irénos, ça vient du grec, je pense, un truc comme ça. Irénologie, l'irénologie, c'est la science, c'est la science de la paix. Les irénologues sont des spécialistes de la paix. Il faut qu'on fasse des chroniques d'irénologie, les amis. Grave. Il y a un super gars qui s'appelle Daniel Ganzer, Daniel avec un E. Il est de la Suisse allemande et il a créé un bouquin qui s'appelle Les guerres illégales de l'OTAN. Oui. Et Je me rappelle. c'est un super bouquin qui est sorti en français aux éditions 2001, que je salue d'ailleurs, qui font un super boulot, les éditions 2001. Ils publient Messan, ils publient plein de trucs. Et donc, bref, et il se présente comme un irénologue. Et moi, je connaissais pas ce Très terme, beau je suis allé terme. chercher, quoi. Et j'ai trouvé le terme vraiment très beau. Donc je me revendique moi aussi comme humblement un amateur, un irénologue. Ah bah, merci de nous avoir appris un terme. Ouais, c'est très nouveau bien. terme. Ouais, je connaissais pas l'irénologie, mais c'est génial, la science de la paix. J'adore. Peut-être qu'il faudrait que j'écrive un dossier dans Nexus là-dessus d'ailleurs. Ah ouais, ouais, Il y a- carrément. Franchement, ouais. Ah bah, Il y a à fond. le J-Prix à Genève que je salue en Suisse avec mince, son nom m'échappe. Oh, il va me fouetter, son président. On l'avait interviewé en plus. Mais bon, bref, le J-Prix, c'est un organisme justement qui étudie la géopolitique dans un souci de paix et de respect des traités internationaux, quoi. Ok. Bon, bah, comme quoi, on peut aussi faire de la géopolitique positive. J-Prix, pour ceux qui cherchent sur Internet, c'est G-I-P-R-I. Si vous cherchez J-Prix, vous trouverez sans souci. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup comment j'ai oublié le terme. Irénologue. D'irénologie aujourd'hui. Donc là, on va Mais être sur de le. plus en plus, plus il faut de- faire naître des vocations. Il y a plus de brigitologues, je pense. Le pire, Donc c'est que sans c'est pas faux. transition, si vous voulez, On a c'est le droit que d'en c'est vrai, parler en ou ouais. Ah, c'est cool. si vous voulez pour casser Allez. l'ambiance, on peut Sans- sans transition. on peut sans pas- on peut transition, mettre, le J'ai zapping. lancé ton petit zapping. Je vois des immeubles en ruine, donc ça commence bien. Voilà, brut C'est à 25. Raqqa en Syrie. Ouais, ok. Et bah alors je lance et on se retrouve dans à peu près 4 minutes 58 en 5 plateau. minutes. Allez. T'as 4 minutes 58, j'ai respecté le cahier des charges. Bravo. 5 minutes, 4 minutes 5. On va faire un tour du monde en 5 minutes. Allez, c'est parti. C'est parti. Il faut savoir qu'Iraka aujourd'hui est complètement détruit. C'est une ville en ruine. Donc là, c'est les États-Unis qui sont accusés, le Royaume-Uni et la France dans un rapport mené par Amnesty International. Nos chercheurs se sont rendus à Raqqa en février. Et là-bas, ils ont visité 42 sites qui ont été touchés. Ils ont pu s'entretenir avec 112 témoins. Ils sont tous d'accord qu'il fallait chasser l'État islamique de la ville. Hein, il n'y a aucun problème. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été ciblés, bombardés. Pourquoi leurs proches sont morts. On a une famille dans laquelle 39 personnes sont mortes. Donc ils ne comprennent pas pourquoi la coalition n'a pas pu prendre les précautions nécessaires pour épargner leur vie, leur maison. Ces gens-là, ils ont travaillé toute leur vie pour construire leur maison, leur magasin, et tout a été détruit.
En 4 mois, il y a eu quelques 4000 frappes aériennes sur Raqqa, et la plupart menées par les États-Unis, 90%, 10% menées par le Royaume-Uni et la France, et quelques 30 000 tirs d'artillerie, donc d'obus et des mortiers, menés exclusivement par les États-Unis. Macron est arrivé sur la bande de Gaza pour une belle opération de com, ce qui a donné cette scène surréaliste avec un gendarme français. Et là, toute la route qui est ici, vous voyez les habitations qui sont ici, il n'y a plus rien. La zone qui est là, c'est que du sable. C'est beaucoup désamputé, des broches externes, des concerts, des gens à l'article de la mort. On a eu un bébé qui a passé la frontière et qui est mort bien suivante. On entend les bombardements. C'est très très régulier. Avant-hier, il y a une roquette qui est très régulier, c'est au moins 3 par heure. S'en suivra une prise de parole où Macron parle des victimes de la guerre comme s'il venait de le découvrir et ne propose rien pour y remédier. Alors qu'en réalité, Macron, comme beaucoup d'autres, contribue au massacre en Palestine. But that's a war that should have never been allowed to start, and Biden could have stopped it, and Zelensky could have stopped it, and Putin should have never started it. Everybody's to blame. Have you spoken to President Zelensky, sir, about his offer to purchase more Patriot missile batteries? Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles, you know. He's against... Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles. Elles sont présentes dans plusieurs bases de Syrie depuis plus de 10 ans, principalement dans le nord-est du pays. Les troupes américaines sont en place depuis plusieurs années, mais elles vont être bientôt considérablement réduites. Aujourd'hui, 2000 militaires américains sont positionnés en Syrie. La moitié devrait bientôt être redéployée ailleurs. Ces forces ont été déployées en 2014 pour éradiquer l'organisation terroriste État islamique. Après la chute de Daesh, leurs objectifs ont évolué. Les soldats américains sont aujourd'hui chargés d'empêcher le retour de Daesh. Ils jouent donc un rôle de dissuasion et de stabilisation. Le retrait d'une partie des troupes américaines inquiète les pays de la région, Israël en tête. La décision a été prise. Pas de frappe israélienne sur les installations nucléaires iraniennes. Du moins pour le moment. Veto émis par Donald Trump selon le New York Times. Le quotidien américain précise. L'attaque était censée se produire le mois prochain plutôt qu'en octobre 2025. Elle aurait compris des frappes aériennes combinées à des missions de commando au sol. Deux camps au sein de l'administration américaine se seraient affrontés. L'un mené par le général Kurilla, commandant du CENTCOM, favorable à des frappes conjointes USA-Israël. L'autre sous influence de la nouvelle directrice du renseignement national américain, qui craint un embrasement régional. En Israël, l'annonce fait grand bruit. Les chefs de partis d'opposition s'insurgent et attaquent politiquement le Premier ministre israélien. Dès octobre, j'avais proposé d'attaquer les champs pétroliers iraniens. Détruire l'industrie pétrolière iranienne dévasterait son économie et à terme entraînerait la chute du régime. Netanyahou, effrayé, l'a arrêté. Au sein du régime iranien, ils sont passés maîtres dans l'art de faire traîner les choses. Israël doit et peut frapper l'Iran. Nous devons mobiliser les États-Unis et transformer le Moyen-Orient. Selon certains médias américains, Israël aurait prévu de frapper les installations nucléaires iraniennes au cours du premier semestre 2025. Mais le président américain préfère donc donner leur chance aux pourparlers. Un deuxième cycle de négociations directes entre l'Iran et les États-Unis aura lieu ce week-end à Rome. Voilà pour ce zapping. Donc on parle beaucoup du Proche-Orient, mais aussi donc, de la Syrie. Je vous ai préparé quelques articles où on parle aussi de l'Afrique et notamment du Congo. Donc si je peux faire une rapide analyse, si vous voulez, peut-être. Vas-y, avec plaisir. C'est comme d'habitude, j'ai pris essentiellement des images provenant de médias mainstream. En l'occurrence, il y avait Le Figaro, je crois, et I24, deux vidéos de I24 News, qui sont des chaînes israéliennes. C'est volontaire, c'est pour prendre des sources qu'on ne peut pas nous reprocher de prendre. Exactement. Il faut savoir parfois lire entre les lignes, quand ils parlent de la mission américaine en Syrie. C'est une mission à double tranchant, puisqu'ils sont soi-disant officiellement là pour éradiquer l'État islamique, mais on les soupçonne, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Turquie, que ce soit Israël, leur livrent des armes. Aussi de mèche un peu avec l'État islamique, pour ne pas dire beaucoup. Ça, c'est un premier point que je vais souligner. Et on parle tout le temps des bombardements que Poutine fait, qui font beaucoup de morts civiles. À chaque mort de civil est de trop, évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'est un bombardement de la coalition occidentale, donc américano-britannico-française, même si ce sont les Américains qui font le gros du sale boulot.
Voilà, donc on parle quand même de beaucoup de morts, et de vies détruites, de familles détruites. Et c'est important, des centaines de morts en fait. Moi, je me rappelle de France 24, au moment où il y a eu les premières frappes russes contre l'État islamique, c'était en 2016, si je me rappelle bien, ça a commencé. Ils ont frappé en fait, quand ils ont commencé à frapper, tu avais un journaliste qui est à France 24 qui s'appelle Wassim Nasser. Nasser, tu vois, Wassim Nasser. Et ben, je me rappelle que lui, il balançait la propagande occidentale en disant quand la Russie frappait, c'est pas du tout là où ça se passe, tu vois. En gros, ils font n'importe quoi les Russes. Alors que les frappes occidentales, ils faisaient pire. Donc tu te dis, voilà, dans le monde dans lequel on vit, tu vois, le mensonge, la puissance, tu sais, de... Bien sûr, ça c'est important de souligner. Moi, ce que je voulais souligner, c'est par rapport au retrait américain. Je pense pas qu'il va malheureusement être complet. Ils ont des bases dans le nord et dans le sud de la Syrie. Dans le sud, c'est la frontière vers la Jordanie. Et près d'un d'ailleurs un grand camp de réfugiés où on les soupçonne de recruter des futurs terroristes, hein, tout simplement. Et puis dans le nord, ils organisent aussi le pillage de champs pétroliers depuis longtemps. Donc est-ce que ça va cesser? Au profit de qui? Voilà, ça c'est les questions qui restent en suspens. Macron à Gaza. Salut Farid. Salut. Et donc Macron à Gaza, grosse opération de com évidemment. Il n'y a malheureusement pas grand chose de plus à dire. Hein. Il semble découvrir la pluie. C'est lui qui a formé Bayrou, tu sais, pour Betaram. Je n'étais pas au courant. Ah bon? Ah. Lui aussi, il a dû faire du rugby. C'est à la fois indécent, pitoyable, et puis c'est dramatique vu le contexte en fait. C'est ça. Ah bah ouais, dire je suis pas au courant, il livre des armes, il fait partie de ceux qui encouragent Israël à commettre tout ça, donc... C'est vrai. Alors, je voulais juste revenir à un petit point sur la guerre en Syrie, j'ai pas mis dans le zapping, ça aurait été trop long, mais il y a eu un forum en Turquie, vous trouvez facilement cette semaine à Ankara, et en fait, l'envoyé spécial des États-Unis, c'était, si je me trompe pas, Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, c'est celui dont Trump avait publié une vidéo sur Twitter qui envoyait du pâté sur Netanyahou et sur les causes de la guerre en Irak de 2003 en expliquant que c'était pour faire les beaux yeux à la sécurité d'Israël, etc. Et pas du tout pour les États-Unis. Et donc ça avait étonné beaucoup que Trump, vu tous les cadeaux qu'il avait fait à Israël lors de son premier mandat, que certains avaient pris comme des vœux d'allégeance, hein, sans doute à juste titre à l'époque, et ben là publie cette vidéo tout à coup sur son réseau social Truth Social, je crois, Truth, je sais pas quoi. C'est ça, Truth Social. Qui publie cette vidéo de Jeffrey Sachs, qui est un universitaire de Columbia University. En tout cas, c'est une très grande université, un très grand universitaire, et c'est un très grand défenseur de la justice, notamment pour les Palestiniens. Et donc, il avait été dans un langage très fleuri et américain, et je crois qu'il avait traité Netanyahou de son of a bitch. Vous m'excuserez pour le gros mot. Mais elle était canon, hein, cette intervention de Jeffrey Sachs. C'était vraiment... Et donc, il semblerait qu'en Turquie, c'est un forum où ils ont parlé notamment de l'avenir de la Syrie. L'envoyé des États-Unis, c'était Jeffrey Sachs, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a une tribune, ça c'est sûr et certain, à ce forum. Et il a expliqué que la guerre en Syrie était due aux manœuvres de la CIA. Et donc même l'émissaire de l'ONU a été gêné et a traité Jeffrey Sachs de complotiste. Donc allez vérifier tout ça. Jeffrey Sachs, c'est un ponte, et même Raphaël, il est intervenu en février dernier au Parlement européen. Ça a été très peu relayé. Ce qu'il avait dit dessus, il parlait de la guerre en Russie et de comment effectivement les prédécesseurs de Trump ont tout fait pour maintenir la guerre là-bas. Donc c'est extrêmement intéressant. Il a pu parler au Parlement européen, c'est pas rien. Jeffrey Sachs, tu as raison, c'est un ponte, Raphaël. Après, les mauvaises langues vont dire ah oui, mais les États-Unis vont valider le scénario une fois qu'il est établi. Dire oui, c'est vrai, on a fait ça. Mais bon, c'est trop tard. Maintenant, ça a été fait. Donc bon, après, moi, je pense que c'est pas aussi simple que ça et que c'est déjà bien de le dire. C'est déjà bien, c'est mieux que rien. Et il faut pas toujours voir les choses en noir ou de manière entre guillemets complotiste. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir la double analyse. Le bien, le mal, entre guillemets, l'analyse simple, l'analyse un peu plus compliquée, et voir aussi à peu près si on peut trancher vers l'un ou vers l'autre. Voilà. Donc Trump, après, très important, Trump à propos de l'Ukraine, qui dit quand même que à propos de la guerre qui a commencé en 2022, il ne parle pas de celle qui a commencé en 2014, il dit que tout le monde a sa part de responsabilité.
et y compris donc Zelensky et Biden, ce qui est quand même assez lourd, qu'un président américain dédie autant le président précédent, enfin même dans le monde, c'est relativement lourd. Tu veux montrer un truc? Non, excuse-moi. Il montre des informations en off. Ok. Il se montre des images qu'il ne faut pas montrer à l'écran. Je ne veux pas en savoir plus. Alors, je ne veux pas être mouillé. Donc Trump, par rapport à Israël et l'Iran, c'est aussi très important, puisque vous savez que dans le discours de... comment il s'appelle, l'ancien général américain Wesley Clark, 4 étoiles, ancien commandant suprême des forces de l'OTAN à la fin des années 90 au niveau européen, et qui a après mis à la retraite un peu avant le 11 septembre, enfin qui avait atteint l'âge de la retraite, et qui était retourné au Pentagone, et il a témoigné devant caméra à une tribune. C'est dans une vidéo très célèbre des gens de mon âge. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre. Mais donc il y avait 7 pays attaqués, à commencer par l'Afghanistan, l'Irak, et puis à terminer par le Liban, la Syrie et l'Iran. Et on voit que l'Iran, c'est un peu le dernier pion à tomber. Est-ce que Trump va aller jusque-là? Pour l'instant, il semble retenir Netanyahou. Voilà. Et on voit que Netanyahou, qui ont pensé le plus va en guerre, on voit que sur ce point-là, ça fait presque l'unanimité en Israël, malheureusement, d'attaquer l'Iran. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de manifestations en Israël, et malheureusement, je trouve que la cause palestinienne est un peu absente. Bon, il y a eu des milliers d'appelés quand même qui ont fait une lettre récemment. Il y a quand même beaucoup d'Israéliens qui manifestent pour soutenir les Palestiniens et pour essayer d'arrêter le... Pour chasser Netanyahou du pouvoir, oui, parce que c'est un corrompu, bien sûr. Et qu'il a sans doute mal géré, qu'il a fait des choses qui ne sont pas nettes, ça c'est clair, y compris peut-être par rapport au 7 octobre. Mais par contre, l'essentiel de la classe... il y a une droitisation énorme de la société israélienne. C'est-à-dire que le parti travailliste, la gauche, qui avait une partie en elle pro-palestinienne, elle s'est réduite comme peau de chagrin, malheureusement, en Israël. Malheureusement. Elle existe toujours. Hein. Il y a une partie de ces gens-là, excuse-moi de te couper, il y a une partie de ces gens-là qui sont partis d'Israël. D'ailleurs, une partie des gens qui arrivent, au contraire, c'est des gens qui peut-être des néo-évangélistes américains. Non, j'exagère, mais c'est ce profil-là au niveau sioniste peut-être qui arrive. C'est des gens qui veulent en découdre. Enfin, pour hâter la venue du Messie, comme disait le Rebbe Schneerson à Netanyahou il y a à peu près 21 ans. Il lui a dit il faut que tu fasses un peu plus là pour faire revenir le Messie. Putain, ça fait 1200 ans qu'ils essaient de faire revenir le Messie. Ils sont là pour les mecs. Non, mais le pire, ce qui est terrible, c'est qu'ils y croient dur comme fer. Donc pour eux, tout ce qui peut être mort, destruction, c'est des dommages collatéraux. Ils sont convaincus, on est face à des gens qui sont convaincus de ça. Et c'est là où il faut le prendre en compte dans ce qui se passe aussi au niveau géopolitique. C'est que l'aspect théologique, apocalyptique, eschatologique est à prendre en compte chez ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on a comme source dessus, là, sur ce truc-là? Toi, tu avais montré des vidéos de ça? Il y a une vidéo du Rebbe Schneerson qui le dit à l'oreille de... Schneerson, c'est le dernier des Lubavitch. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus, où il lui dit texto. Je suis vraiment le dernier qui n'a pas vu ça. On l'a passé, je peux attendre. Ils sont tous au courant. Je vais essayer de vous le retrouver. Il y a des livres comme aussi comment qu'il l'ait pas vu, de Charles Anderlin. Charles Anderlin. On apprend ça en maternelle maintenant. C'est bon, je l'ai retrouvé. Attends, dans quelques secondes. Alors, en attendant que tu trouves ça, je voulais citer le livre de Charles Anderlin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend. Très bien. Charles Anderlin qui s'appelle Au nom du temple et qui montre à quel point le religieux et le politique sont entremêlés en Israël. C'est bon, j'ai retrouvé. Voilà. Alors, c'est pas du 4K, désolé. Je crois que c'est en 80, ça doit être en 94. C'est pour Rudy Reichstadt, s'il regarde l'émission. Regarde bien ces images, Rudy. שמעתי וראיתי את המסר שלך. הקדוש ברוך הוא נסייע לכל הריצים לתאי ואחים. אבל הסכמנו וכמה מפסידים בקשית עצמך. פרטחתי דלייך אני בזה ורבים עברה בעניינים כאלה. אני מתכוון להמשיך בדיוק בקו הזה. קלטתי היטב את המוזיקה. וזה הקו הכי טוב בשביל... הקו היחידי. Netanyahou. Ah oui, pardon.
מודה לך על ההזדמנויות שנתת לנו, לבוא ולעזור בך, לשרוד, לקבל את הסיוע והנפשי שאתה נותן לי, לא רק לי, לכל עם ישראל. אני עדיין בתחילת המסע שלי. אני יודע. גם את בתחילת התפקיד האחר. אני בא בתחילת מעשה לאדם בתחילת מעשה. ואני מתכוון לחזור אליך. עתתי סודק ולסעדיק עם מאיר ב9-10 אנשים. לבד מבלי תסרה שלי, כאילו שהקודש ברוך הוא לצד הזה. Non, c'est Satan qui est de son côté. Ça doit pas être cet extrait. Je crois que c'est là, c'est juste après ou avant. Ah, attendez. Non, mais c'est intéressant de voir des images comme ça qui datent de l'époque où ils se disent. Et tu vois, rien que le fait de dire. Moi, j'avais pas vu ces extraits-là, mais rien que de dire ah, oh, Dieu est de ton côté. C'est-à-dire, t'inquiète pas, tu peux tout faire. De toute manière, t'es du côté des gentils. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Alors, mais par contre, c'est pas le passage que je voulais vous montrer où il dit justement il faut hâter la venue du Messie. La lune rouge, elle te dit non, Marc. Vas-y, Miloud. Ouais. T'as un message pour toi, Marco? Oui, non, mais c'est vrai que non, mais effectivement, pour certains d'entre eux, c'est des sacrifices importants à faire. Et d'ailleurs, je crois que le plus grand des sacrifices, c'est pire que des dégâts collatéraux. Alors ça. Oui, c'est même une volonté. Oui, c'est vrai. Non, mais alors, on peut rappeler au passage que le propre père de Benyamin Netanyahou n'était autre que le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky, qui était le principal inspirateur politique de l'organisation clandestine Ingourn. C'était une milice terroriste. Je crois que j'ai retrouvé le passage en question que je voulais vous montrer où il parle du Messie. Politicien pour ADE. C'est le même passage. Oui, c'est la même chose. Ça a l'air. C'est pareil, Marco. Non, c'est pas la même chose. בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, גם את שעדיין משאיר ליבו. Faites quelque chose. Pour sa venue. Il est en galère là. מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות. Il l'engueule, hein. Avec joie, toujours dans la joie. Ouais, détruit tout, mais dans la joie. Et avec Dieu. Avec Dieu, toujours. Mais c'est pour ça qu'il va faire détruire l'Irak. Parce qu'en fait, il y a une autre vidéo où il parle de Bill Clinton en disant que pas vu. Bill Clinton, il le contrôle, quoi. Donc déjà, il fera rien pour le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Ah donc, ils lui ont balancé l'affaire Levinsky là, pour s'occuper de Clinton qui dégage, qui la ferme à jamais. Et ensuite, ils ont défoncé l'Irak, puisque dans l'histoire de la guerre d'Irak, la deuxième, je ne parle pas en 91, en 2003, ça faisait partie du projet, et la Syrie, ça venait derrière. Mais bon, Raphaël, il a cité plusieurs fois les images de Wesley Clark qui parle de la destruction de 7 pays en 5 ans. Puisqu'on a parlé du Mashiach, je voulais, si le sujet vous intéresse, à inviter les internautes à vous intéresser au Rav Yenuka. Le Rav, donc comme le Rav, R-A-V. Et Yenuka, ça s'écrit Y-E-N-O-U-K-A. Et certains disent que ce serait le Mashiach. Alors, il n'est pas complètement encore révélé, mais il y a un certain nombre de rabbins de très haute autorité, aussi bien d'Israël que des États-Unis et d'ailleurs, qui est d'un âge très respectable, hein, des gens qui ont 70-80 ans, qui l'auraient plus ou moins déjà reconnu. Okay. Ça date déjà il y a depuis à peu près un an. Et puis il y a une série sur Nexus, sur Netflix, pardon. Je confonds Nexus. C'est presque pareil, et donc Netflix qui s'appelle The Mashiach, le Messie, avec Thomas Sisley. C'est en 10 épisodes. Malheureusement, il n'y aura pas de deuxième saison puisque ça a été tourné avant le Covid. Et franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, tant mieux qu'on voit plus la gueule à Thomas Sisley aussi. Toi aussi, tu l'aimes pas trop. T'as des comptes à régler. Il joue un agent du Mossad. Il t'a volé un sketch, c'est ça? Non, il en a volé à tout le monde. Ouais, c'est ça. De toute façon, dans la série, il joue un agent du Mossad, donc ça lui va bien. T'avais vu la vidéo, à l'époque, il avait fait une réponse à
putain, j'allais dire Conspiracy Watch, non. Copy Comic. Copy Comic, merci. Oui. Où, Copy Comic avait chopé que lui, il y avait tout son spectacle qui avait été. 95%, piqué. Franchement, mais tout tu sais, il avait fait tout un stand-up d'une heure et tout ça, mais en fait, tout était piqué et tout. Et il y a Envoyé Spécial qui avait repris les trucs de Copy Comic et qui avait fait un gros reportage de 2 heures en disant tous ces humoristes qui prennent là. Et lui, du coup, il avait fait une vidéo en disant non, mais Envoyé Spécial, ils font des trucs de merde, nanana. Ils disent que c'est mon scénariste, là, le gars qui écrit mes blagues. Kader Aoun. Non, c'était pas Kader Aoun. Le metteur en scène. C'est le ghostwriter, c'est lui qui a tout copié, nanana. C'est pas vrai, c'est moi qui ai tout copié tout ça au final, c'est la vidéo. Mais le pire, c'est qu'il a copié, mais qu'en plus, quand tu compares l'original et la copie, donc Thomas Sisley, c'est moins bien. Ouais, c'est-à-dire il copiait en nul, quoi. Moi, je l'aimais bien dans l'Argo Winch, moi. Pour revenir au sujet de l'implication entre le religieux et le politique en Israël, et donc il y a Youssef Indy qui a fait un gros travail là-dessus, on peut le citer. C'est un travail avec de recherche, donc il y a peut-être des choses où il a extrapolé, mais il a découvert quand même beaucoup de choses sur le sujet, au niveau historique, le rapport entre les deux, jusqu'à aujourd'hui. Et puis donc le livre dont je citais tout à l'heure. Et puis sinon il y a un autre auteur qui s'appelle Yaakov Ebrapkin qui en parle aussi très très bien. Et aussi à quel point une partie du judaïsme s'est opposée à ce projet politique un peu colonisateur et racialiste qui est devenu Israël. Il y a une partie du judaïsme depuis longtemps qui s'est opposée à ça. Et il faut savoir qu'au tout départ, le sionisme était ultra minoritaire chez les juifs. Ça, les gens ne le savent pas. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que il y a sionistes et juifs. Et il y en a beaucoup qui sont opposés justement à l'installation de ce foyer en Israël. Excusez-moi, je me permets parce que comme je suis arrivé en cours de l'émission, est-ce que vous avez parlé du rassemblement des journalistes à Bastille? Non, ça. Non, à Bastille, non, justement, je voulais passer la vidéo. Je voulais, si on peut, tiens, j'ai une petite vidéo, comme ça ça peut illustrer. Si tu as quelques minutes encore avec nous, Raph. Voilà. Je suis pas sûr qu'il ait fini. Non, mais pour rebondir. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir. D'abord la vidéo, c'est. À mon avis, finis ta chronique, sinon il va t'oublier. Très bien, cette vidéo, on voit en plus, il y a Myriam Laribi qui a fait un passage éclair au Cercle des Volontaires à l'époque, de quelques semaines, que je salue au passage, qui a écrit un super bouquin sur Gaza. Myriam Laribi. Et lui aussi, qui sont souvent à des conférences de presse où on voit des gens comme les porte-paroles du gouvernement français, Thévenot et d'autres. Et en général, il leur pose des questions qui grattent. Lui, là, qu'on voit à l'écran, là, c'est 1000 c'est 1000 choses à te dire. C'est 1000. Jamil, pardon. Non, mais... Et j'ai pas l'accent. Impardonnable. Et lui, il s'était pris un flashball dans la gueule pendant les Gilets jaunes. Ouais. Ah bon? Ouais. Bon, après, quand il bossait pour les images. Ouais. Sur les images, on voit le gars de Mediapart aussi. On voit. Comment il s'appelle? La moustache, Monsieur Moustache. Ah, Edoui. Ah, Edoui Plenel. Il est là aussi. Il en profite. Ils nous ont pas invités. On serait venus, mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait des journalistes. Il m'a bloqué avant-hier, Edoui. Ah bon? Mais c'est comme pour Julian Assange. Dès qu'on on faisait des conférences Julian Assange et le monde diplo, Acrimed et tout ça, et par contre ils arrêtaient pas. Dès qu'il y avait, ils font c'est dommage, il y a pas de journalistes qui s'y intéressent. Et quand ils s'y intéressent, ils sont tous de droite. Putain, mais vous faites chier. Non, on est juste journalistes. Moi je suis un partisan, mais à la limite je suis plus en 2012 avec le Cercle des Volontaires au Salon du Livre, et il disait qui soutenait, enfin son média Mediapart soutient la révolution en Syrie. Voilà ce qu'il disait. Ouais, mais lui, il est de Edoui Plenel, en fait, il a des avis particuliers, quoi. Oui, c'est ce que racontait Roland Dumas. C'est une serpillière du pouvoir, on peut le dire, Edoui Plenel. Il fait partie du cercle. Quand Macron il a donné des éléments de langage, il faisait partie de l'équipe, je crois. Tu sais, c'est intéressant parce qu'on en parlait avec des amis là. En fait, c'est quand ces gens-là, ils font de la politique. C'est-à-dire qu'ils ont un public. Et c'est comme pour Denis Robert avec Blast. Au bout d'un moment, t'es plus vraiment libre. C'est pour ça qu'avec Marco, on pose des bonnes bases. On n'est pas là pour se faire des copains. Mais en tout cas, on est clair, on est apartisan, on est là pour la vérité. Et c'est ça qui est intéressant parce que ces gens-là, en fait, au bout d'un moment, moi je pense que même Plenel, de base, il était, je sais pas les intérêts qu'il avait, mais tous ces gens-là, Robert et tout ça, ils sont là pour se faire
un public, avoir leur niche, l'entretenir, se faire du bif. Et c'est ça qui est aussi pourri le métier au bout d'un moment et qui est chiant, quoi. Par contre, eux, ils sont mais invités toi aussi, pour aller Romain, sur ces t'es là pour ça, t'es pour le Il est là pour le bif. Mais oui, mais pour l'instant, les affaires ne marchent pas, Raphaël. Mais ça va prendre. Il voit, en fait, il faire 20 000. Il voit le potentiel. C'est pour ça qu'il est venu. Pour le lancement de la vidéo, excusez-moi. Allez. Gaza est inédit. Le fait qu'on ne puisse pas y aller, on ne peut pas aller à Gaza. Non, j'ai jamais vu ça. Alors j'ai 55 ans, j'ai 30 ans de journalisme. Je n'ai absolument jamais vu ça, y compris dans les archives. Tels que Reporters sans frontières, le Comité pour la protection des journalistes. Ça, on le dit pas ça. 200 journalistes morts. En fait, c'est plus que 200. Dans l'histoire de notre profession, tout conflit confondu, c'est une hécatombe d'une magnitude jamais vue, comme le démontre une récente étude de l'université américaine Brown. Nous déplorons également la mort des 4 journalistes israéliens qui ont péri dans l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Mais l'urgence est aujourd'hui à Gaza. Ce qu'il se passe à Gaza ne s'est jamais passé ailleurs. C'est la première fois dans l'histoire du journalisme que autant de journalistes, hommes et femmes, sont tués dans l'exercice de leur profession. C'est inadmissible. Et en quoi la liberté d'information, elle est à ce moment entravée à Gaza? Tout simplement, les journalistes, on est plusieurs à avoir fait des demandes de visa. Si par malheur, il y a eu un article défavorable à la propagande israélienne, le visa est refusé tout simplement. Des confrères, des consoeurs sont expulsés de manière régulière de Ben Gourion, simplement de l'aéroport de Tel Aviv. Voilà, donc il y a une interdiction, une omerta sur le fait de pouvoir couvrir ce conflit hors norme. Mohamed Ahmad Labad, Brahim Marzouk, Tasnim Bkhaït, Saïd Al-Halabi. Bon. Je vais même pas essayer de taire Ben Gourion, je sais ce qui m'attend. What is happening in Gaza, what they don't want to tell you, that is a genocide. It's not a war, it's not a conflict, it's a genocide. And if there is a powerful word to tell about what is happening, this is the time to say. Nos journalistes ont tout perdu. Le sommeil, les abris, leur maison, leur famille et parfois leur vie. Mais ils n'ont pas lâché leur caméra, ils n'ont pas enfermé leur carnet ou bien fermé leur carnet, ni éteint leur micro. And we believe now that the blood of our journalists that they've been killed by the Israelis occupation will not go away. It will be raised again with your voices here in France. Les civils ne devraient pas mourir dans des frappes indiscriminées et les journalistes non plus. Les journalistes sont ciblés. Et puis un truc qu'on n'a pas dit et qui est vraiment important, c'est qu'ils sont aussi diffamés post-mortem. Je n'avais jamais vu un conflit où quand un journaliste périt, on vous dit qu'au fond il était un terroriste. Tout ça n'a aucun sens. Bon, voilà, heureusement qu'il y a encore... c'est à croire qu'en fait, quand tu es à Gaza, en fait, si tu as un gilet presse, en fait, ça te met une cible en fait, dans le dos. Évidemment. D'ailleurs, même si tu as un gilet d'un convoi humanitaire ou de secouriste, t'as encore plus une cible. C'est les secouristes, il y en a 14 qui sont faits complètement ciblés. Il y a une journaliste. En fait, quand tu entends l'armée la plus morale du monde, c'est l'inverse en fait. Tu sais, c'est l'inversion des valeurs aujourd'hui. C'est l'armée la moins morale du monde. Et en fait, ils utilisent même en fait des éclaireurs palestiniens. Je sais pas si je vous en avais parlé dans un précédent Nexus refait l'actu. Il y a des unités israéliennes, et beaucoup, c'est pas que une, c'est carrément une pratique. Et à tel point que c'est un surnom. Ils les ont surnommés les Shawishim. Et ça, c'est un article du Haaretz qui en a parlé. Et ils sont utilisés comme éclaireurs en première ligne quand ils vont dans des endroits. C'est des civils palestiniens non suspectés de terrorisme qui sont capturés et qui sont envoyés comme boucliers humains lors d'opérations de fouilles israéliennes dans les tunnels et les immeubles abandonnés avant l'entrée des soldats de Tsahal et au vu et au su de leurs officiers supérieurs. Et donc, comme ça, s'il y a des bombes, s'il y a des snipers, s'il y a des trucs, et ils sont souvent grimés en soldats israéliens. Et c'est dégueulasse, c'est interdit évidemment par toutes les conventions. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça, messieurs? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que tu as la liste des articles que je t'ai envoyés? J'ai la liste. Est-ce que tu veux en passer quelques-uns? Parce qu'en fait, justement, ça va faire le lien. Vous avez tous entendu parler, Zuckerberg parler qu'il avait fait un mea culpa, entre guillemets, un aveu sur ce que l'administration Biden lui avait demandé. Voilà, et d'ailleurs, et le FBI, les deux, à propos donc notamment du Covid. Et là, il s'agit carrément un article de Press qui parle de Meta révèle une campagne israélienne de censure des contenus pro-palestiniens en ligne.
On s'en doutait, on l'avait constaté. Mais c'est toujours bien de. Ah oui, j'ai l'article ici. L'article qui en parle. Voilà, article du 12 avril 2025. Selon des documents internes divulgués de Meta, le régime israélien a joué un rôle central dans une vaste campagne visant à supprimer sur Instagram et Facebook les contenus critiquant Israël ou exprimant leur soutien aux Palestiniens. Bon, ça m'étonne pas, de toute façon. Mais c'est intéressant que l'info sorte. Comme ça. Et après, ce qui est intéressant, ce qui est dit ensuite, les documents révèlent que depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023, Meta a accepté 94% des demandes de suppression de contenu présentées par le régime israélien. Israël est actuellement en tête de la liste mondiale en termes de demandes de retrait et Meta a agi de manière agressive en élargissant ses systèmes automatisés de suppression de contenu et en permettant effectivement l'opération de censure numérique la plus étendue. Donc c'est des robots aussi, c'est pas que des agents. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est Zuckerberg aussi, Meta. D'ailleurs, ils sont là sous le coup d'une menace de démantèlement. Procédure de démantèlement aux États-Unis. Il y a une commission d'enquête, je ne sais pas si vous avez vu passer. Donc voilà, ils sont en train de... pour monopole excessif. Là. Oui, pour avoir racheté tous les concurrents potentiels comme Instagram, je sais plus WhatsApp. Quels autres. WhatsApp, c'était WhatsApp aussi. Ouais. WhatsApp, ça appartient à Mais ça, c'est assez drôle parce que ça, ils s'abstiennent bien de faire ce type de justice. Donc ça, c'est de la justice politique parce qu'ils s'abstiennent de le faire pour tout un tas d'entreprises qui font du monopole tout le temps. Mais là, dès que tu es proche de Donald Trump, tu vas être ciblé aujourd'hui. Donc c'est aussi intéressant de voir, justement, on parlait des lignes qui bougeaient, de comment en fait ils arrivent à cibler. C'est extrêmement dur. Si quelqu'un comme Trump déjà galère, imaginez si demain on avait vraiment des politiques citoyens qui venaient, ce serait pas à gagner d'avance. C'est pour ça, moi je trouve qu'il se passe des choses un peu étranges en ce moment. Et Trump donne l'impression de soutenir Israël mordicus, mais il fait des petits trucs par ailleurs qui peuvent te faire réfléchir, tu vois, laisser passer la vidéo de Jeffrey Sachs, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Avoir sorti les dossiers de Kennedy montrant que c'est la CIA et Israël qui sont derrière l'assassinat, c'est pas innocent non plus. Donc voilà, je demande à voir. Pour l'instant, c'est pas très clair, mais il joue sur les deux tableaux en fait. Ouais, il y a quelque chose qui a l'air de se passer, quoi. Voilà. Alors, ça n'empêche pas de bombarder le Yémen. Mais pas au sens européen. Hein. Je pense qu'il n'en a rien à faire des Européens complètement. Non, il n'en a rien à battre. C'est pour son peuple à lui, quoi. On sera les derniers qu'il ira sauver, s'il doit sauver des gens. Ça, c'est clair. Juste, moi, j'allais dire deux trucs. En fait, il y a une journaliste de 25 ans qui est morte il n'y a pas longtemps. C'est la nuit dernière, je crois, suite à un bombardement sur... Ça fait partie des trucs que justement j'allais aborder. On en parle, on enchaîne si vous voulez. Ouais, on enchaîne parce qu'il... L'article suivant, c'est le journaliste Quentin Muller qui quitte Marianne. Donc, citation, il m'a été reproché devant témoins un tropisme anti-israélien. Tropisme. Il m'a été dit qu'il faudrait à l'avenir intégrer deux impondérables. Israël est une démocratie, c'est même la seule de la région, hein, selon la légende. Et il n'y a pas de génocide à Gaza. There's no genocide. Ok. There's no genocide. Bon, écoute, tropisme, c'est mieux que antisémitisme. Ils ont fait des efforts, c'est sympa, tu vois. Donc après l'article suivant, c'est justement donc Fatima Hassouna pour rendre hommage à son nom. Je sais pas si on va voir sa photo. Oui, voilà. Ouais. Surnommé l'œil de Gaza pour son immense travail de documentation du massacre et de dévastation de Gaza depuis 18 mois, a été assassiné par Israël aujourd'hui, aujourd'hui c'était donc il y a 2 jours, avec 10 membres de sa famille. Voilà, Fatima Hassouna sera de façon posthume l'héroïne du film documentaire de la cinéaste iranienne en exil Sepideh Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk. Désolé pour mon accent. Sélectionné hier mardi 15 avril pour le prochain festival de Cannes. Voilà, une triste histoire. Effectivement, les gens qui sont, même des gens plus ou moins célèbres, ne sont pas protégés. Il y a le cas en Cisjordanie du gars qui avait gagné un Oscar et qui a été molesté par des colons puis embarqué par l'armée israélienne. Et apparemment, cette journaliste, donc, elle était dans une tente suite au bombardement. En fait, les bombardements, ils sont tombés sur des tentes. Et il y a une personne, je ne sais plus c'est quoi son nom là. Je crois que c'est dans une émission sur France 5 qui a dit que si cette jeune journaliste, elle n'était pas connue, elle n'avait pas des réseaux, on n'en parlerait pas. Et donc, Israël, il dirait qu'ils ont bombardé des terroristes. Ah, putain. Tu vois ? Alors que il a fallu que ça soit une personne qui a un film sélectionné à Cannes pour qu'on en parle. En fait. Exactement. Voilà. Et donc, si on peut enchaîner sur l'article d'après, c'est sur le Yémen. Parce que je ne vais pas trop vous mettre en retard, il est déjà 20h50.
Alors, au Yémen, donc, les États-Unis revendiquent la destruction d'un port pétrolier contrôlé par les rebelles houthis. 80 morts, je ne sais plus combien, 200 blessés. Et donc, ça fait suite au soutien des Houthis à la cause palestinienne. Ce qu'on disait tout à l'heure. De faire un blocus. Et donc, si tu vas plus bas dans la carte, dans l'article, pardon, excuse-moi, ça a peut-être disparu chez moi. Ah, ça a disparu. Il y avait, il y avait un visuel et il a disparu chez moi. Il est là le visuel, non? C'est ça, cette petite carte. C'est un visuel qui montrait qui montrait en fait l'intensification des frappes. D'accord. Il y a une énorme intensification des frappes. Ils l'ont retiré. Donc oui, ils l'ont retiré. Depuis que j'avais bookmarké cet article. Désolé. Bon. On peut passer à l'article suivant. C'est vraiment un petit zapping que je vous propose pour vous tenir au courant. RDC. En RDC, donc des perquisitions menées dans les propriétés de l'ancien président Joseph Kabila, qui a été au pouvoir pendant une vingtaine d'années au Congo, et qui annonce son grand retour au Congo là. Donc c'est pas encore fait, mais il a annoncé son retour. Donc ça va changer la donne en politique. Il faut savoir l'actuel président Félix Tshisekedi est énormément contesté pour sa gestion de la crise, de la guerre même, on peut dire, qui est menée sur son territoire par à la fois le Rwanda, le groupe M23 et on peut dire un troisième pays, un tiers pays également, qui est l'Ouganda, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Et alors, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ok. Non, je regardais la suite des articles que tu m'avais envoyés, Raph. Voilà, le dernier article, c'était 300 alors, Sénégal. Voilà, 300 personnes arrêtées et 15 milliards de francs CFA saisis dans le cadre des enquêtes anticorruption. C'est ce qu'ils ont appelé quand on rend les comptes, compte rendu, voilà, une opération qui s'appelle compte rendu. Et c'est notamment par rapport à des détournements qui ont été faits. Si tu vas voir le deuxième article, le deuxième paragraphe, c'était pendant la gestion du Covid. Il y avait un fonds doté de 1000 milliards et il y a des gens qui sont servis au passage. On parle des saisies de voitures de luxe, de comptes et tout, une trentaine de voitures de luxe. Ça me rassure, c'est pas que par chez nous qu'il y a de la corruption, tu vois. Il y en a aussi un peu partout dans le monde, c'est bien. C'est pareil, quand même. Vous imaginez 300 personnes interpellées quand même. Ça va peut-être venir chez nous, ça, une petite interpellation d'une partie de l'oligarchie. Oui, ça laisserait coup de filet. Et après, je vous avais envoyé des articles hier soir, mais je ne sais pas si vous avez eu le temps. De toute façon, j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, si, il y a le fondateur de Protomail qui est obligé de quitter la Suisse. Je ne sais pas si vous en avez parlé, ça. Non, alors ça, non. Chloé Framéry en a parlé hier à 8h07, si tu veux retrouver vite fait. Révision sur Facebook. Révision des ordonnances suisses sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications, OSCPT. Le patron de Protonmail refuse de se plier à l'espionnage d'État. 14 avril 2025. Comment rester crédible et proposer des services censés protéger les données personnelles si vous devez vous engager dans un espionnage d'État allant même au-delà de celui requis par les lois américaines. Soupire Andy Ye, le patron de Proton, originaire de Taïwan. Ok, voilà. Maître du cryptage Proton est prêt à quitter Genève, comme tu disais. C'est intéressant qu'il se rebelle, parce qu'on rappelle que Proton avait notamment fait l'objet, je crois que c'était en 2021 ou 2022, ouais. Voilà, on avait dit, il y a des... je ne sais plus quel gouvernement avait dit, telle personne ou tel groupe est suspecté de terrorisme. Suspecté de terrorisme, tu vois très bien jusqu'où ça peut aller, ce que ça peut englober. Voilà. Et du coup, avait permis de lire, de transmettre le courrier des boîtes Protonmail de ces groupes-là ou de ces personnes-là. Donc effectivement, depuis Protonmail, qui était la messagerie sécurisée, ça avait fait un vrai coup dans la crédibilité de Proton. Et alors, autre article que je vous ai envoyé hier soir, que je t'ai pas envoyé le lien, c'est un article de Science et Avenir. Alors je ne sais pas à quel point ce titre est sérieux ou pas. Et réputé ou pas, je veux dire, au niveau mainstream. C'est ça que je voulais dire. Et l'article, ça s'intitule « Origine du Covid-19, un quasi-consensus de l'Académie de médecine en faveur de la sortie de laboratoire ». Oui, c'est vrai. 2 avril 2025. J'ai vu ça. Vous en avez pas parlé, c'est avant. Ce qui était un petit peu considéré comme complotiste, etc. Maintenant, c'est tout le monde est d'accord en fait. On va l'envoyer à Rudy, cet article. Je vais en parler tout à l'heure, t'inquiète. Voilà. Quasi-consensus. Dernière chose, et après je vous laisse parler de ce que vous voulez. Merci, c'est gentil. C'est du local, c'est un article de Bastamag, un article d'hier,
qui était publié à 12h38 sur leur site. Sur leur page Facebook, pardon. La ferme laitière de la famille Maris a été déclarée, à tort, contaminée à la tuberculose bovine et a dû cesser son activité pendant près d'1 mois. Donc je fais grâce de tout le blabla. C'est quand même en Haute-Vienne. Il y a un rassemblement qui a eu lieu hier à 18h devant la préfecture. Et donc vaches abattues, produits laitiers jetés et 236 000 € de pertes à cause d'une erreur de l'État. Et ils ont eu pour l'instant aucun remboursement. Quoi. Dur. Dur. Okay. Dur, et c'est des gens qui ont l'air super sympas et qu'on a envie d'aider. Donc si vous avez envie si vous habitez dans le coin, dans le Limousin. Famille Maris. Et vous voulez être solidaire, il doit y avoir une cagnotte, j'imagine. Et en tout cas, voilà, il faut les soutenir. Merci pour ce tour d'horizon. Est-ce que, messieurs, vous avez des choses à rajouter avant que Raph nous laisse? Est-ce que dans le chat, Miloud... Il y avait une question de Degla, moi j'avais levé la main tout à l'heure, mais je crois qu'elle est là pour la retrouver, c'est pas grave. Ah mince, c'était quoi? Je l'ai plus en tête. Mince. J'essaie de la retrouver, mais Degla, je sais pas si tu peux la reposer avant que Raph parte. Ok. Je l'avais mis à l'écran, je l'avais retenu, mais après, du coup, avec le chat, c'est parti. Je voulais pas couper. Je me rappelle, c'est quoi la question? C'est quoi? Elle voulait l'avis de Raph sur... je sais plus. Sur la pêche? Non. Non, c'est pas ça. La pêche au gros. Par contre, en parlant de pêche, tiens, un truc désolé sur Donald Trump, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement de maxi-capitaliste à faire. Il a réautorisé la pêche commerciale dans une zone du Pacifique qui était protégée. Ça, on n'en a pas parlé. C'est quand même une grosse information importante. C'était hier que ça s'est passé. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a envie de dire, mais vas-y, Trump brise les lignes là-dessus. Et en même temps, du côté économique mondial, environnemental, ça reste un capitaliste. Ça reste un maxi-capitaliste qui s'en fout du reste, donc de l'environnement. Ouais, du moment que c'est pas chez lui aux États-Unis. Même chez lui, je pense, avec le fracking, là, il va y aller. C'est quoi le fracking? C'est le gaz de schiste, tu vois. Ils éclatent le sol pour récupérer. Et c'est extrêmement polluant. Ils balancent plus de 500 produits chimiques pour faire ça. Donc je pense que là, il va y aller, tu vois. D'ailleurs, en parlant de dernière, ça c'est assez neutre, mais c'est avec le Canada, et on a beaucoup de gens qui nous écoutent au Canada. Il a mis des sanctions extrêmement, parce qu'il y avait des engagements entre le Canada et les États-Unis dans le passé sur les droits de douane. Et là, effectivement, il a fait péter à plus 35%, parce que le Canada, qui s'était engagé à mettre son économie sur d'autres domaines d'activité, là, en fait, mis sur la défense. Et ça lui plaît pas, parce que ça sert pour la guerre, pour le trafic d'armes russo-ukrainien. Donc comme quoi, personnage complexe, quoi. Putain, on n'y comprend rien. C'est vrai. Trump, on n'y comprend rien. Petite parenthèse, moi à titre personnel, moi je suis pas contre les droits de douane, les taxes et le protectionnisme. Au contraire, moi je pense que c'est le libre-échange qui tue les économies locales et qu'on a été trop vite, trop loin et que c'est bien de revenir en arrière. En Europe, c'est clair, ouais. Gros débat. Je suis pas sûr, moi je pense que Trump il est plutôt libre-échangiste et que s'il fait ça, c'est dans un cadre de négociation. Comme on abat des cartes au poker, et que c'est pas vraiment. Je suis pas sûr qu'il soit si protectionniste que ça. Je sais pas. Non, mais moi je me demande dans quelle mesure ça s'inscrit pas dans une espèce de stratégie à beaucoup plus long terme, qui consiste à supprimer d'abord l'impôt sur le revenu. Et voir la Fed par la suite. Je pense qu'il pourrait s'attaquer à la Fed, parce que là c'est lourd. Il s'attaque à la Fed. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. La Fed c'est un organisme privé qui gère, qui est comme fédéral, notre BCE. comme moi je suis dans ces étoiles. Non, mais tu vois, qui a été créé sur une arnaque, sur une crise créée de toutes pièces en 1913, je crois, un truc comme ça. Oui. Qui est détenu par des intérêts privés et qui a lancé l'IRS. Donc c'est l'impôt sur le revenu, Sachant que nous, je vous rappelle quand même que nous, on paye l'impôt sur le revenu depuis la guerre de 14 pour soutenir l'effort de guerre. Voilà. Donc à l'époque, ça représentait genre 2%. C'est un gros effort de guerre. Il n'est pas fini encore. Voilà, il n'est pas fini et voilà. Donc bref, Fed, je pense que si je me trompe pas, la Fed, ça a été voté un 24 décembre soir 1913. Voilà. À un moment où il n'y avait pas beaucoup de députés. Quoi. Exactement, avec toutes les grandes familles de banquiers sur je ne sais plus quelle île. Ça fait moins de députés à corrompre. Tu l'as vu, ce bouquin. Et qu'ils sont tous partis fêter Noël. Enfin, pas tous. Connais. Question Miloud. C'est Dalila qui a apporté une précision. C'était concernant la visite de Rubio en France. Et elle voulait avoir l'avis de Raph par rapport à ça. J'en ai pas spécifiquement. Ils ont parlé de choses importantes, mais je me rappelle plus de quoi, donc je veux pas dire de bêtises. Ok, d'accord. J'ai vu ça, effectivement. Pour moi, la France n'existe plus tellement en termes de diplomatie.
Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'OTAN, c'est les États-Unis qui décident. Donc on a beau dire ce qu'on veut en tant que gouvernement français. On l'a vu par rapport à l'Ukraine. Macron fait tout un discours pour la guerre en Ukraine, très anxiogène vis-à-vis de la Russie. Mais quand il y a eu le vote à l'ONU, il s'est rangé derrière le vote américain. Ouais. Voilà. Question pour toi, Marco, maintenant. Alors, est-ce qu'il serait possible de demander à Marc, si Raphaël et Doc puissent écrire un article sur le Mac Nexus? Mais avec grand plaisir. C'est du live, je te transmets. Avec grand plaisir. Est-ce qu'ils ont envie? Le featuring Raphaël. Parce que c'est pour écrire dans le Mac, c'est un peu plus rigoureux que de participer à l'émission NRA, tu vois. C'est vraiment. Mais franchement, on est toujours à la recherche de nouveaux auteurs. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous voulez nous envoyer des propositions d'articles ou d'enquêtes, n'hésitez pas sur rédaction@nexus.fr. On peut vous commander des sujets. On est toujours à la recherche de nouvelles plumes. Voilà. Non, c'est sympa, mais après, il faut trouver le temps. C'est sûr que... Ah bah c'est sûr que c'est un peu chronophage. Hein. Ouais. Déjà, t'as fini ton spectacle? Déjà, il faut que je termine d'écrire mon spectacle. Parce que à la rentrée... Et le film aussi. Alors, il y a le film en parallèle. Il y a le spectacle. Et en plus, à la rentrée, on a peut-être cette grande soirée qu'on va faire ensemble. On va faire pour les 25 ans de Nexus. Et j'espère qu'on pourra mettre un bout du spectacle. Oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, on vous concocte une petite soirée. D'ailleurs, tu seras bien évidemment invité. Il y aura beaucoup de gens qui seront là. Le but étant de se réunir autour de... Il y aura Francis Lalanne, il y aura... Voilà. Il devait ton grand ami. Il devait pas être là aujourd'hui. Si. Il sera là la semaine prochaine, peut-être en visio. Ah, ouais. Voilà. Pourquoi t'as des choses à lui dire? Mais non, il devait parler de son opération Allumer les bougies. Ah oui, non, d'ailleurs, effectivement. Allumer. C'est quoi? Elle allume des bougies. Il m'a allumé des bougies devant les mairies là. C'est ça son truc. Non, il m'a demandé de rappeler à ceux qui nous écoutent que ce dimanche 20 avril, il sera devant l'hôtel de ville de Paris autour de 17h30 pour la paix. Voilà, une action pour la paix. Voilà. Donc ce 20 avril à 17h30 à l'hôtel de ville de Paris. Voilà. Donc le message est passé. Allez chercher des œufs, les autres, pendant ce temps. Et donc, c'est avec. Et c'est rendez-vous organisé par Francis Lalanne. Alors, je ne sais pas si c'est organisé par lui. En tout cas, voilà, il y a un événement, une manifestation pour la paix. Ça tombe mal, parce que là, les gens, ils cherchent des œufs ce dimanche aussi. Pourquoi? Non, c'est pas le dimanche. Dimanche de Pâques. Mais oui, c'est le dimanche de Pâques. C'est pour ça que je te dis ça. Il faut savoir que Marc ne fait que travailler. Il ne prend pas de pause. Du coup, il ne sait pas quand il y a des Pâques. Quel jour on est? Il n'y a pas de fête. Je sais qu'on est vendredi quand on fait l'émission. On est vendredi de Pâques. Voilà. 18. Bon, joyeuse Pâques à tous. Voilà. S'il y a une pénurie d'œufs en chocolat, c'est pas la faute des musulmans. Parce que là, apparemment, dernièrement, il y avait une pénurie d'œufs. C'était les musulmans. Ils sont quand même responsables de beaucoup de choses, les musulmans. Donc là, pour le chocolat, je sais pas. Moi, je pense après le ramadan, il y a peut-être une rage. Pour les puces de lit, c'est les Russes. Hein. Pour les puces de lit. Je sais pas si vous aviez suivi cette histoire. L'opus Dei. C'était quoi? Non, les puces de lit, ouais. Ah, les puces de lit. Je parlais de l'opus Dei. Ah non, les puces de lit. Les punaises de lit. Ok. On est passé de l'opus Dei. Ouais, je sais pas. Moi, je fais un grand écart. Ça va trop loin pour moi, je vais vous laisser les amis. Bon, merci de ta participation, de ta venue. C'est l'heure de commencer à dire n'importe quoi. Merci à toi. Juste avant qu'ils partent, du coup, il y a quand même Dune qui a demandé il y a très longtemps. 1h30. Elle a demandé il y a 1 heure comment ça se faisait que Raphaël était aussi jovial. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il cachait? On repart sur des affaires d'entremétage. C'était 4 mois de... Hélas, pas encore, mais c'est moi qui pour l'instant, est aux abonnés absents. T'as juste passé une bonne journée. C'est bien. Nous, on forward les mails en tout cas. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On forward les mails. Voilà. En tout cas, ça intéresse le chat. Pour ton information, Raph a lancé une annonce pour sa personne sur notre antenne. D'accord. Il recherche de la compagnie. Qui a été fortement relayé par Farid. Envoie-moi tes critères, je vais voir si j'ai quelque chose pour toi. Tu vas voir si tu corresponds toi. Non. Il est beau gosse, hein, si, ça peut faire l'affaire. Non, mais on a reçu déjà des gens qui nous ont dit en live qu'ils voulaient t'envoyer des photos, Raphaël. Donc, nous, on a reçu les photos. On a déjà fait un premier tri pour toi. Non, mais attends, on filtre. Lazare aussi, écoute, Lazare, il en prend pour lui. Voilà. Il récupère 2-3 infos, 2-3-06. C'est pas très halal tout ça. Il prend les meilleurs, il prend les plus intéressantes. Bon. Raphaël, il fait pourquoi
Désolé, Raph. Aller trop loin. tu as lancé une perche il y a quelques semaines de ton propre chef. C'est sûr. C'est devenu le. Non, il l'a relancé de son propre chef aussi. Il a relancé aussi de son propre. Mais attends, parce que tu as quand même plein de femmes qui sont dans le chat qui veulent savoir aussi. Donc à un moment, il faudra faire une émission spéciale pour savoir où ça en est. Tout ça. Attends, parce que nous, on a des petits réseaux encore. On les développe là, Nexus. Mais au bon tweet, il peut tweeter là. Il a 5000 followers. Mais grave, il a 150 000 followers et il peut passer 150. 130. Dans 2-3 heures, t'en as des retours. Tu m'enverras tes critères et puis je fais un petit tweet sur le sujet. On te fait une belle affiche. Le conspirationniste est dans le pré, tu vois, et tu nous relais ça. Et ça pourrait marcher. Hein. On va lancer après le film de Farid, on va lancer une émission comme ça. Non mais ça intéresse le chat. Dès que Raph est arrivé, j'ai pas relayé à l'écran parce que voilà, par respect pour Raph, je sais pas si on en parlé ou pas. Il n'y avait que ça. Imagine Raphaël, imagine t'as Caroline Fourest qui postule. Elle t'envoie une photo, Caroline. Elle est pas. Alors je crois que c'est pas son truc, Caroline Fourest, si j'ai bien compris. Mais si justement, elle aime bien jouer avec le feu, tu vois, le danger du complotiste. Non, je parlais pas des complotistes, je parlais des mecs. Je sais. Elle est pas. Je sais pas, je savais pas. Elle aime pas trop. Non, elle est avec Fiamenta ou je sais pas. Mais vous connaissez tous les gossips, quoi. Ah bah ouais, attends. Quand même, les gars. Faut pas regarder que du complotisme. Donc, elle n'est pas hétérosexuelle. Mais peut-être qu'elle a changé depuis, on ne sait pas. L'amour est dans Nexus pas mal. Elle est complot sexuel. Elle va se lancer, je te le dis. L'émission commence à partir en vrille. Ah, c'est 21h, c'est normal. 21h, c'est normal. Est-ce que tu veux relancer une annonce, Raph, avant de partir? Non, mais pour m'excuser si j'ai pas répondu à un message ou deux, il faut que je le fasse. Il a déjà brisé des cœurs, putain. Non, mais j'ai vu un commentaire qui est passé. C'est vrai que respecte notre communauté quand même. Bien sûr, le jeu, il t'envoie des mails. Elle t'envoie des mails, j'espère que c'est elle t'envoie des mails. Bon, bref. Elles envoient un mail pour parler à Raph, elles se retrouvent à passer à l'écran à l'antenne sur Nexus refait l'actu. Non, on ne dira pas les prénoms, ni les noms, ni l'identité. Rien. Ça restera entre ça, nous et vous. Non, mais sérieusement, c'est important de ne pas divulguer la vie privée des gens. Mais vous serez tous conviés au mariage. Mais si ça peut apporter un peu de bonheur et de joie. En tout cas, moi je trouve absolument génial que Nexus ait une rubrique cœur, parce que ça se fait pas beaucoup. Non, c'est vrai, ça se fait pas beaucoup dans les émissions complotistes. C'est vrai. Il y a beaucoup de solitude dans nos communautés. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment bien. C'est pas bête. Et ben écoute, on lancera bientôt pour d'autres gens. Parce que tu sais qu'il y a Elisabeth Lévy, elle m'a contacté, elle veut aussi qu'on lui trouve quelqu'un. Si dans le chat, il y a quelqu'un qui veut se dévouer pour Elisabeth. Non, mais on a Viking là par contre. Ah, peut-être, ouais. Non, je pense qu'il mérite mieux que ça. Il mérite mieux qu'Elisabeth Lévy. La mascotte de Nexus. Bon, en tout cas, Raph, je te remercie pour cette chronique. On te retrouve la semaine prochaine, évidemment. Merci à tous les internautes. Ciao, Raphaël. Salut. Salut. Bon week-end, bonne soirée. Bon week-end.